Bonsoir, bon dimanche. Heureux de vous savoir de nouveau nombreux à regarder ce programme Face à l'actu, comme tous les dimanches. Nous reviendrons sur les faits de l'actualité tels que traités par la rédaction de STV à l'aune de l'analyse et des commentaires de l'invité de ce dimanche. L'invité est une tête bien faite, mais surtout bien pleine, précoce dans la plupart des activités qu'il a menées ou qu'il mène jusqu'à présent. Parti du Cameroun à travers ses études, il a parcouru le monde dans ses activités. Il est avocat au barreau du Cameroun, il a été avocat au barreau de Paris. Ce soir, on va partager son expérience, sa connaissance et surtout essayer de débriefer l'actualité grâce, je l'ai dit, à ses analyses. Maître Jacques Jonathan Niem va donc pendant 90 minutes nous entretenir sur un certain nombre de sujets tels que la signature par le ministère des Finances et un certain nombre de PME d'une convention autour de l'agriculture. La rédaction de STV l'a couvert cette semaine. Il y a la mise en place progressive de la caisse de dépôt et de consignation, on en parle également, les impôts sur la pension et bien d'autres actualités. Mais on parlera d'employabilité. Avec lui, on parlera du Made in Cameroun, du leadership et de l'éthique, des questions énergétiques, des problèmes structurels et qui c'est peut-être aussi du SND 30. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Tongo. Bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Merci de me recevoir. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça fait d'être toujours le plus jeune ou souvent le plus jeune dans des environnements qui c'est peut-être où la décision se prend et pour des enjeux colossaux devant des aînés? Disons que ça donne un sentiment de responsabilité parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la jeunesse représente la majorité de la population au Cameroun, largement. Et pourtant, elle reste encore téléspectatrice de son destin. Et donc, il est important, quand on a la possibilité en tant que jeune d'être acteur de la construction de notre pays, d'avoir ce sentiment de responsabilité et d'agir toujours dans l'intérêt de tous et de toutes. Je voudrais rappeler qu'en juin 2022, vous avez été choisi pour présider le premier conseil pour le suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France, donc créé suite au sommet Afrique-France, évidemment. Mais je voudrais dire, vous vous sentez un peu responsable ou alors vous partagez une part de responsabilité sur ces relations entre l'Afrique, la France, sur ce côté paternaliste qu'on reproche un peu à la France ou ce côté soumission qui caractérise ou alors auquel on identifie l'Afrique? Disons que je pense aujourd'hui en tant que jeune Africain, on ne peut pas être ignorant ou insensible à l'histoire de notre pays, de notre continent. Moi, comme je le disais, je le dis souvent, mon grand-père fait partie de ces voix silencieuses qui se sont engagées pour l'indépendance de notre pays. Et c'est un engagement dont je suis l'héritier et que je ne peux trahir. Et donc, à partir de là, j'ai la responsabilité. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis et il est important qu'avec tous nos partenaires, y compris les partenaires les plus anciens, c'est le cas des partenaires européens, en particulier de la France, que nous réinventons ce partenariat et que nous construisons des relations qui soient gagnant-gagnant et qui permettent à notre pays d'apporter toutes les promesses qui sont attendues notamment par la jeunesse. Donc, c'est en ce sens-là. On va davantage développer tout à l'heure, mais je veux dire, on n'est pas un sentiment mitigé de recul face à la montée des BRICS vis-à-vis de l'engagement de la France par rapport à nos pays? Je pense aujourd'hui que de toute façon, il y a une évolution claire. On a eu un monde qui, pendant un moment, a été bipolaire, qui est devenu unipolaire, et aujourd'hui, il est multipolaire. Donc, cela veut dire, et dans ce monde multipolaire, je pense que de plus en plus, on se rend compte que l'Afrique est au centre des intérêts et que peut-être même c'est l'Afrique qui pourra réinventer le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui avec la montée des BRICS, cela permet plutôt de diversifier les partenaires pour l'Afrique, pour nos pays, et cela nous donne l'opportunité, si nous parvenons nous à proposer quelque chose sur la table des négociations, à être également acteurs de la destinée du monde. Donc je pense que c'est une tendance qui est plutôt positive, qui ouvre une fenêtre à notre génération, là où peut-être nos aînés n'ont pas eu cette chance. Ils se sont retrouvés dans un monde qui parfois était bipolaire, donc il fallait choisir soit le communisme, soit le capitalisme, dans un monde parfois unipolaire où on avait la suprématie des États-Unis. Aujourd'hui, on a un monde qui est multipolaire,
construisons la place de l'Afrique sur cette table de discussion. Reprenons dans le cours normal de l'émission. Parlons un peu de vous. Comment on fait pour partir de la seconde au Cameroun, se retrouver à Paris de Panthéon, avoir ses diplômes là-bas, à la London Economic School? Je veux dire, qu'est-ce qui décide votre départ? Et dans ce cheminement, vous vous dites, tout Africain qui le suit peut y arriver? Disons que je suis un peu comme beaucoup d'entre nous, le fruit de ces jeunes qui parfois quittent le pays, non pas nécessairement parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils se disent que c'est une nécessité pour avoir accès à une éducation de qualité. Et c'est pour ça que, notamment en classe de seconde, après d'avoir été, et j'aime beaucoup à le dire parce que j'en suis fier, le fruit de l'enseignement public camerounais, puisque j'ai fait mon lycée de la 6e en seconde au lycée Jos. Effectivement, mes parents décident de m'envoyer en internat en France, où j'ai ensuite poursuivi les études en France et en Angleterre. Mais bien évidemment avec toujours un souci qui est celui de rentrer au Cameroun, parce que tout ce que j'ai été, tout ce que je suis, c'est le Cameroun qui m'a permis de pouvoir l'être. Donc il était pour moi toujours évident qu'à la fin de mon parcours académique et peut-être après une certaine expérience professionnelle, que je rentrerai au Cameroun pour servir mon pays. Mais dès lors, que dites-vous à tous des jeunes qui rêvent tout simplement de l'autre côté, se dire que l'environnement académique, l'environnement professionnel local ne permet pas un épanouissement certain, et du coup, ils veulent prendre la route. On a vu, pour coller un peu à l'actualité, ces dernières heures, plus de 11 000 Africains qui débarquent, migrants qui débarquent comme ça en Italie. On voit des jeunes Camerounais, Africains, pour parler de façon triviale, prendre la route au quotidien avec tous les risques encourus, parce qu'ils ont le sentiment que ici, sur le plan local, tous les moyens, surtout les politiques, ne sont pas déployés pour leur donner, pour leur permettre un épanouissement professionnel certain. J'ai envie de dire que en 2010, on a fêté le cinquantenaire des indépendances des pays africains. Et lorsqu'on fêtait ce cinquantenaire avec des amis, nous nous sommes dit, le premier cinquantenaire, c'était le bilan de nos parents. Le prochain cinquantenaire qui va nous mener vers le centenaire, c'est notre bilan. Et donc, j'ai envie de dire que ces jeunes-là, moi, je les comprends. Je veux dire, quand j'étais à l'étranger, j'en ai rencontré certains qui, au péril de leur vie, sont arrivés en France, en Europe, et je les comprends parce que moi-même, aujourd'hui, je suis un père, et quand je regarde mes deux filles, je me pose la question. Je me demande, est-ce que j'ai envie qu'elles poursuivent leurs études au Cameroun, ou est-ce que j'ai envie qu'elles aillent à l'étranger? Donc, je comprends à un moment donné le choix que certains se disent, le désir d'ailleurs, parce que là-bas, ils peuvent trouver des meilleures opportunités. Mais de la même manière, je veux dire, si ce n'est pas nous qui tentent de construire cette Afrique, ce Cameroun dont nous rêvons, qui le fera? Donc aujourd'hui, je pense qu'il appartient à une génération d'Africains, de Camerounais, de prendre en main ce chantier et de se dire, nous pouvons changer le cours des choses et nous pouvons construire ce Cameroun fier, prospère et solidaire dont nous avons rêvé et dont nous continuons à rêver. Bilan du cinquantenaire en 2010. Nous sommes à mi-parcours du second cinquantenaire, parlant pratiquement à mi-parcours, si on se projette à 2060. Si on fait un bilan partiel, vous direz, pour l'Afrique et l'Europe? Je dirais en tout cas qu'aujourd'hui, on est à un tournant dans le monde entier. Aujourd'hui, depuis 2008, et ça par la suite, que ce soit la crise Covid, la guerre en Ukraine, nous a montré qu'on doit changer de paradigme. On quitte finalement une ère qui était marquée par le capitalisme, une forme d'individualisme et aussi la démocratie, peut-être une démocratie avec beaucoup de limites, vers une nouvelle ère qui doit être celle d'une société qui est plus participative, qui est plus collaborative et qui est plus solidaire. Maintenant, quelle va être la place de l'Afrique dans cette nouvelle ère? Moi, je crois qu'aujourd'hui, comme vous dites, on est à ce carrefour-là. Et il est important aujourd'hui pour nous, Africains, de prendre conscience de ce que c'est à nous de construire cette nouvelle société qui soit participative, qui soit collaborative, qui soit solidaire. Néanmoins, sur le terrain, il faut le dire, le compte n'y est pas. Quand on regarde notamment les chiffres, si on prend le cas du Cameroun, on voit qu'on a encore quasiment 25% de la population qui vit dans une extrême pauvreté. En ce moment, la situation aujourd'hui dans notre pays, c'est une situation quand même très inflationniste, avec le phénomène de la vie chère. On voit aussi la multiplication d'un certain nombre de tensions au niveau social et surtout cette question du chômage ou du sous-emploi des jeunes. Donc ça ne peut que nous alarmer, ça ne peut que nous inquiéter
Mais moi, je reste optimiste parce que, comme je le disais une fois de plus, je pense que cette nouvelle ère, ce monde de demain qui est en train de s'ouvrir, l'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour être au cœur de cette dynamique et pourquoi pas même en être le pionnier. Vous intégrez le barreau de Paris en 2011. Tout à fait. Vous intégrez celui du Cameroun en 2017. Ça donne l'impression du chemin inverse. D'habitude, c'est bien faire le barreau du Cameroun et puis... Oui, bien évidemment. Alors, pour moi, il était peut-être intéressant. Je me suis longtemps posé la question de savoir, à la suite de mes études, fallait-il démarrer une expérience professionnelle avant de rentrer au Cameroun. Mais il m'a paru intéressant, d'un point de vue, je dirais, pragmatique, de se dire que démarrer cette carrière-là à l'international me permettait notamment de travailler sur plusieurs pays africains et sur plusieurs autres pays du Sud. Donc, j'ai démarré effectivement ma carrière en 2010 et ensuite j'ai prêté serment en 2011 dans un cabinet qui s'appelle Clay Gottlieb, au sein duquel j'ai accompagné beaucoup d'entreprises africaines mais aussi internationales et beaucoup de gouvernements dans le cadre de projets d'infrastructure, projets miniers, projets énergétiques sur le continent africain. Donc ça m'a permis de voir un peu ce qui se fait dans les autres pays mais aussi au Moyen-Orient. Donc je pense que cette expérience-là, cette exposition-là, pour moi, me paraissait nécessaire avant de rentrer au pays. Alors, vous êtes rentré, vous observez comment fonctionne le barreau du Cameroun, comment, de façon générale, les questions de justice ou les questions judiciaires se gèrent au quotidien. Vous vous dites? Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, on doit prendre conscience déjà de ce que une société se crée autour du droit. On a souvent l'habitude de dire que le droit est partout. L'état de droit, c'est la base finalement de toute société. Mais cette prise de conscience doit être d'abord faite notamment par ces acteurs du droit et notamment les avocats pour que déjà nous, en tant qu'acteurs du droit, en tant qu'acteurs de la justice, nous puissions incarner cette rectitude, incarner cette dimension morale, cette dimension éthique qui est celle qui est attachée à la justice et à la vérité. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il y a cette urgente nécessité pour tous les acteurs de la justice de prendre conscience de leur rôle, de leur importance. Par ailleurs, néanmoins, il faut aussi, parce que la justice, ou notamment nous, avocats, on est au service de nos clients. Donc il faut aussi reconnaître qu'effectivement, quand on regarde notre pays, l'environnement des affaires, notamment les différents classements, hein, on a à l'époque les classements Doing Business et tous les autres classements, nous disent que nous devons encore faire des efforts importants. Le Cameroun n'est pas encore l'île Maurice et donc il faut pouvoir faire des efforts pour avoir un environnement des affaires qui soit plus favorable, offrir une sécurité judiciaire à nos acteurs locaux, à nos investisseurs. Et je crois qu'en la matière, le chantier est immense et il faut très vite pouvoir s'y atteler parce qu'il justifie aussi d'une certaine façon la situation économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui et peut-être même d'une certaine façon aussi parfois la situation sociale et politique. Je rappelle que vous êtes avocat d'affaires. Vous faites partie de ces jeunes experts qui avaient été, du moins, qui font partie d'une équipe constituée par la Banque mondiale pour travailler sur les questions de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il y a cette problématique au Cameroun aujourd'hui, notamment puisqu'on sait les sociétés d'État, c'est parapublic, dont on se demande toujours si elles sont conformes au droit OHADA, plus précisément sur des sujets de détournement de deniers publics où certains responsables sont engagés. Est-ce que vous pensez que le Cameroun est en harmonie avec le traité de l'OHADA? Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ambition, d'abord, hein, qui était celle du droit OHADA, à savoir harmoniser le droit des affaires pour créer un espace, je dirais, économique, en tout cas peut-être pas commun, mais au moins dynamique. Une forme de zone franche. Voilà. Je pense que de ce point de vue-là, le Cameroun a joué le jeu parce que très vite nous avons adopté l'ensemble des textes OHADA, nous avons fait le travail de formation d'un certain nombre de nos magistrats. Bien évidemment, il y a eu des limites, notamment on a pu le voir lors de la crise du NOZO sur la traduction d'un certain nombre de textes. On voit aussi qu'il reste encore évidemment des magistrats qui ne sont pas totalement coutumiers des textes OHADA, mais pourtant, moi ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les discussions, moi effectivement pendant 4 ans, j'ai travaillé avec un ensemble d'experts de tous les différents pays de l'OHADA. Le Cameroun faisait toujours figure de
pionniers et étaient très respectés. Maintenant, vous évoquiez un point qui est la question de est-ce que ce droit WADA a vocation à toucher non seulement les sociétés privées mais aussi les sociétés publiques? Je dirais bien évidemment oui. À partir du moment où l'État décide de rentrer dans une sphère qui est la sphère commerciale, la sphère des affaires, il est important pour la sécurité de tous et de toutes qu'ils puissent se soumettre aux règles du droit WADA. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés publiques, dès lors qu'elles sont des sociétés commerciales et donc des sociétés qui doivent se soumettre au droit WADA, pour moi, la question ne se pose même pas. Il faut qu'elles respectent toutes les règles qui sont applicables dans le droit WADA. Maintenant, elles ont j'allais dire une situation particulière qui fait que l'État est actionnaire et qui peut justifier parfois un certain nombre d'aménagements, mais qui est aussi prévu même par ces textes en question. Je suggère qu'on prenne peut-être le premier reportage de ce soir. On va aller du côté de Yaoundé où le ministère des Finances a signé une convention tout autour des questions agricoles qui prône le financement des PME. Suivez plutôt. 4 milliards de francs CFA pour dynamiser le secteur agricole et agroalimentaire au travers du développement et de la pérennisation d'un écosystème de services au bénéfice des acteurs locaux, à savoir les petites et moyennes entreprises et les sociétés coopératives. Le programme, c'est 4 composantes, et la deuxième qui s'intéresse à l'inclusion financière des micro- et petites entreprises rurales, agricoles et agroalimentaires, est mise en œuvre ce 12 septembre 2023 à Yaoundé. Ça vise à étendre l'offre de services financiers au Cameroun. Donc la plupart du temps, vous comprenez que les gens ont des besoins de financement. Les institutions de microfinance ont des financements, mais comme ces produits ne sont pas bancables pour eux, c'est pour ça que nous avons maintenant imaginé développer des produits innovants qui ne nécessitent pas les garanties classiques. Les financements obtenus de l'Agence française de développement aident à l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la finance inclusive dans le projet Transfagri, entendez, programme de valorisation et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires du 3e contrat de désendettement et de développement. Cette cérémonie, c'est la concrétisation d'un appui pour proposer aux agriculteurs des instruments financiers dédiés et adaptés à leurs besoins, puisqu'on sait que les agriculteurs, ce n'est pas des clients comme les autres, ils ont un sujet de saisonnalité et très souvent leur seule garantie c'est leur production. Donc là, il y a eu un appel à proposition auprès d'institutions de microfinance, d'établissements de microfinance, pour qu'elles arrivent avec des idées de comment elles pourraient mieux accompagner les agriculteurs. La cérémonie officielle de signature de conventions de financement et de remise de chèques à 22 établissements de microfinance dans le cadre de la composante 2 du programme Transfagri a lieu ce jour. Plus d'1 milliard de francs CFA sont attribués à ces établissements de microfinance après sélection à l'issue d'un appel à 22 projets. Maître Jacques Jonathan Agnès, parler du financement agricole remet en question comme ça, je veux dire, si on y réfléchit de bout en blanc, la question de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Sommes-nous toujours autosuffisants alimentaires? Je pense que, bien évidemment, quand on regarde les chiffres, la réponse est, je pense qu'on dit, assez évidente, parce que quand on regarde entre les importations que fait le pays et ce que nous produisons localement, il y a encore des efforts, et c'est pour ça, notamment à la faveur de, malheureusement, la crise Covid et par la suite de la guerre en Ukraine, tous les pays en sont arrivés à une conclusion. Il faut être, désormais, on doit même passer non plus de la simple sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire. Je pense que les mutations économiques aujourd'hui à l'œuvre à travers le monde nous imposent de changer de paradigme. Il faut réussir à transformer structurellement notre économie et vers 3 horizons.
Le premier, c'est arriver à bâtir une économie productive, donc en se donnant les capacités locales pour produire tous les biens et les services dont nous avons besoin. Deuxièmement, c'est également bâtir une économie qui soit plus inclusive, c'est-à-dire une économie où, à toutes les étapes de la chaîne, les différents acteurs économiques peuvent bénéficier de la valeur ajoutée qui est créée. La troisième dynamique aussi qui est importante, c'est d'évoluer vers une économie durable, où on peut gérer de manière plus durable toutes nos ressources pour faire face notamment aux différents, ou éviter les différents défis climatiques qui s'opposent à nous. Donc je crois que déjà c'est dans ce contexte-là et qu'il faut appréhender la question de la souveraineté alimentaire. Et au niveau du Cameroun, on a entamé, je peux le dire, une démarche en ce sens-là, à travers notamment la stratégie nationale de développement 2030, qui prône une politique de l'import-substitution, qui a vocation notamment à renforcer les capacités de production des acteurs locaux pour permettre de faire face à un certain nombre de besoins. On peut le voir notamment dans le secteur du riz, où des efforts ont été faits. Et ce que je peux dire simplement par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller encore plus loin. La politique d'import-substitution, c'est se dire, peut-être si on a besoin de riz, comment est-ce qu'on peut produire du riz? Si on a besoin de blé, comment est-ce qu'on peut produire du blé? Mais je crois qu'on peut aller plus loin et plutôt se poser la question, qu'est-ce que notre pays, le Cameroun, peut avoir comme avantage comparatif pour que demain, dans le commerce mondial, on puisse développer des capacités productives sur des filières sur lesquelles on pourra être concurrentiel au niveau mondial. J'aime beaucoup prendre le cas de la filière, par exemple, manioc. Et récemment, nous avons un certain nombre de chercheurs camerounais qui ont fait des études sur la question, notamment le docteur Jean-Eudes Biem, où il expliquait que, par exemple, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a développé cette filière manioc autour de 2 produits simplement, et cela a pu générer, pour le pays où cela génère quasiment tous les ans à peu près 600 milliards de francs CFA en termes de valeur ajoutée. C'est aujourd'hui à peu près 425 000 emplois. Si vous prenez le cas potentiel de cette même filière au Cameroun, cette filière au Cameroun peut se développer, je dirais, à travers une trentaine de produits. Donc une trentaine de produits, ça veut dire que en termes de valeur ajoutée, on passe quasiment, même si on n'en prenait que 10, on passe de 600 milliards à 6 000 milliards, ce qui est le budget aujourd'hui de notre pays. Et si en plus de ça, on prenait la filière manioc, plus d'autres filières comme celle-là, où en s'appuyant sur nos savoirs endogènes, nos ressources propres, on arrive à produire des biens qu'on exporte, on passe directement, comme vous pouvez le voir, on peut passer tout de suite à des montants qui frisent même le PIB de notre pays. Donc je pense que aujourd'hui, nous avons pris une direction qui est intéressante, qui est celle de l'import-substitution, mais il faut aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, on doit faire du Made in Cameroon for China, du Made in Cameroon for South Korea, et ça ne peut se faire que sur des produits sur lesquels on a une certaine valeur ajoutée. D'accord. Voilà. Maintenant... Oui, allez-y, je vous laisse. Je voulais dire maintenant sur le reportage que j'ai vu, je pense qu'il adresse une question importante, qui est celle du financement de notre économie, en particulier du financement du secteur privé. Ce qui est intéressant ici de voir déjà, c'est que à travers cette initiative, on s'adresse à une question précise à l'intérieur du secteur privé, qui est celle du financement de la PME ou des TPE. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les petites et moyennes entreprises représentent 98% du tissu économique, et pourtant, elles n'ont accès qu'à 13,5% environ du financement disponible dans notre économie. Donc elles sont très peu financées. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, notre pays a choisi de devenir un leader agro-industriel. Mais quand on regarde les portefeuilles, notamment des banques ou des établissements de crédit, l'agriculture ne fait pas partie des principaux secteurs qui sont financés. Donc, comme vous le disiez vous-même plus tôt, il faut pouvoir développer davantage d'outils de financement au service du secteur agricole. Le dernier point que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a là un mécanisme qui fait intervenir à la fois l'État, à la fois les partenaires au développement, mais autour duquel on a mis le secteur privé au centre. C'est-à-dire qu'on met les établissements de microfinance au centre en leur disant, vous savez
étudier les projets. Vous savez comment ça se passe. On vous donne les moyens pour accompagner les petits agriculteurs. Donc je pense que c'est un outil dont il faudra suivre avec attention l'évolution. Il faudra l'évaluer pour qu'on l'espère, il puisse permettre d'adresser cette question du financement de nos agriculteurs, de nos PME et de ce secteur en particulier. Alors, je vous ai écouté sur cette question. Je relève, peut-être que je n'ai pas été tout le temps attentif, mais je relève qu'il y a plus de recommandations que de réalisations évoquées. Je ne sais pas si c'est un choix, mais ça me suscite cette autre question de savoir, quant à savoir si vous êtes confiant, vous avez véritablement le sentiment que les politiques publiques mises en place justement pour inverser cette tendance vous convainc-t-elle? Je pense qu'aujourd'hui, il est clair, quand on regarde la stratégie nationale de développement 2030, qui est le document qui matérialise un peu la vision 2035 du Cameroun, et dont chaque année, à travers la circulaire budgétaire, nous avons une feuille de route. Je pense qu'il donne une orientation qui est intéressante, qui est celle de l'industrialisation, une industrialisation qui se fait autour de secteurs prioritaires, secteur de l'agriculture, ensuite également à travers d'autres secteurs périphériques, que ce soit les transports, l'énergie ou même le numérique. Cette orientation-là, je pense qu'elle est une orientation intéressante. On pourrait peut-être souhaiter qu'on mette stratégie nationale de développement durable pour prendre en compte davantage, notamment ces enjeux. Voilà, la pérennisation, ces enjeux de développement durable, mais c'est une orientation intéressante. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a, une appropriation suffisante par toutes les parties prenantes, le secteur privé, la société civile, etc., des enjeux ou des orientations de cette stratégie nationale de développement 2030, je pourrais dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment le cas. Est-ce qu'il y a une appropriation suffisante, notamment même par les collectivités territoriales décentralisées? Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma de décentralisation, donc c'est au niveau des communes, des régions, que ces différents efforts doivent être faits. Je pense qu'il y a encore du travail. Et là, ça appelle une question qui est celle du dialogue public-privé et de la situation du dialogue public-privé dans notre pays, qui demande, je pense, à être réformé. Mais au-delà de l'appropriation, après, c'est peut-être aussi ce point que vous vouliez relever, c'est quel est le suivi et l'évaluation que nous faisons de la mise en œuvre de cette stratégie-là, et ensuite comment est-ce qu'on opère les correctifs et les ajustements nécessaires. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a encore un travail, à mon avis, qui est important, qui est à faire, et sur lequel il faut que à la fois les pouvoirs publics, mais aussi le secteur privé se pensent ensemble pour regarder, au regard des actions qui ont déjà pu être menées, quel est l'impact de ces actions-là auprès des entreprises, auprès des populations, et comment est-ce qu'on peut ajuster. Mais derrière, comme je le disais, on parlait tout à l'heure, une vraie question va toujours demeurer, c'est celle de l'environnement des affaires. Parce que tant que cet environnement des affaires ne crée pas davantage de confiance, davantage de sécurité, il va toujours se poser la question de l'initiative privée. Parce qu'au fond, c'est l'initiative privée qui peut permettre de réaliser cette stratégie nationale de développement. J'aurais pu commencer par là, je sors plutôt de ce point de vue. Alors, on sait que le SND 30 est venu après le DSCE, donc le bilan a été relativement mitigé, puisque l'ambition a été de construire de grosses infrastructures, notamment énergétiques, qui viendraient soutenir la production, donc la croissance et le développement. Le SND est donc sur les rails pour ses premiers pas. Vous dites c'est un enfant qui apprend difficilement à marcher ou qui suit le rythme normal des pas de quelqu'un qui, d'ici 4, 5, 6 ans, serait à maturité et qui sait peut-être en 2030 apporterait au moins un minimum de résultats attendus. Je pense qu'il faut qu'on puisse, à mon avis, mener un diagnostic qui soit un diagnostic objectif. Et comme vous l'avez si bien dit, une des ambitions, notamment de la SND 30 pour sa réalisation, était que nous ayons un taux de croissance qui soit moyen, à peu près, un taux de croissance moyen d'environ 8%. Exact. Aujourd'hui, quand on regarde chaque année, je crois que nous n'avons jamais dépassé les 5%, et même pour l'année dernière, je crois qu'on était plutôt autour des 4%. Donc, rien qu'à travers cet indicateur, on se rend bien compte que effectivement nous ne sommes pas nécessairement là où on aurait dû ou là où on s'était donné l'ambition d'être.
De la même manière, comme vous avez dit tout à l'heure, quand on regarde aussi, parce qu'il y a la question de la balance commerciale. Absolument. Comment est-ce que cette question de la balance commerciale, est-ce que nous arrivons aujourd'hui à renforcer nos capacités productives et à pouvoir demain peut-être même devenir exportateur net d'un certain nombre de produits finis? Je pense qu'en la matière aussi, il y a encore beaucoup d'efforts qui restent à faire. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, on devrait peut-être davantage tirer plutôt la sonnette d'alarme que, comme vous le disiez, peut-être se féliciter de ce que tout se passe comme il faut. Je crois que non, il est vrai, il y a toujours des circonstances exogènes, peut-être parfois imprévues, qui sont venues certainement entraver la mise en œuvre ou la bonne réalisation d'un certain nombre de projets ou de politiques, mais néanmoins, qu'à cela ne tienne, je pense que quand on regarde comment font les autres pays, on peut prendre le cas aujourd'hui du Maroc qui a profité de l'initiative Covid pour renforcer notamment son secteur textile. Il est aujourd'hui l'un des 8e exportateurs mondiaux de textile. On prend le cas du Rwanda qui, à la faveur également des dernières crises, a engagé une politique massive pour pouvoir devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. On peut se dire quand même que le Cameroun, qui fait figure quand même de leader dans la sous-région et qui, à travers le continent, est un pays respecté, le Cameroun pouvait faire mieux et peut encore faire mieux. Alors, selon vous, à l'observation, vous êtes un expert en la matière, quels sont les secteurs qui bénéficient en ce moment ou qui ont bénéficié de ces grosses crises, Covid et puis la crise de l'Ukraine, dans notre tissu industriel, notre tissu économique? Il faut dire que, alors quand vous dites bénéficier, on peut regarder... Vous citiez par exemple le Maroc tout à l'heure, le textile, oui, qui en profite, vous parlez du Rwanda et autres. Donc au Cameroun, Cameroun, si on regarde, on va dire que par exemple, si on prend l'inflation, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid, on a eu une flambée des prix, donc des prix d'un certain nombre de produits alimentaires et également des prix, notamment des coûts du fret. Donc ça veut dire que nécessairement pour un certain nombre d'acteurs qui sont engagés sur cette question au niveau du Cameroun, même si parfois importer a pu coûter plus cher, en revendant aussi sur le plan local, ils ont pu parfois tirer parti d'un certain nombre de situations. Mais pour autant, est-ce que je peux dire qu'on a profité de cette crise-là pour en faire des leviers d'opportunité, comme vous posiez la question sur le plan, notamment par exemple agro-industriel? Est-ce qu'on a engagé des efforts dans un certain nombre de filières, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à avoir des alternatives à la farine de blé? Je pense qu'on est loin de là. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, on a tiré avantage de ce que le Cameroun ait fait partie des plus grandes réserves de plantes médicinales au monde pour développer une industrie pharmaceutique digne de ce nom? Je ne pense pas qu'on en a pris encore la direction. Donc oui, bien évidemment, il y a un certain nombre d'acteurs qui, de manière opportuniste, ont pu bénéficier de cette crise et des tendances inflationnistes qui en ont résulté. Mais d'un point de vue macroéconomique, en tant que pays, je ne pense pas qu'à date, nous avons pris les orientations nécessaires pour faire de ces différentes crises-là de véritables leviers d'opportunités dans les secteurs, et je reviens là-dessus, dans les secteurs dans lesquels nous avons des avantages comparatifs évidents. D'accord. On va de nouveau à la régie avec la maestra de Eric Gando qui réalise cette émission. On retourne à Yaoundé pour parler de la caisse de dépôt et de consignation, nouvel instrument dans évidemment les questions de bonne gouvernance au Cameroun qui poursuit sa mise en place. Et cette semaine, il y a eu une convention dans ce sens qui a été signée à Yaoundé, au portage. L'enjeu majeur de cette convention est l'acquisition et l'intégration auprès de la Digital Sopra Banking Software de son système d'exploitation Amplitude. Avec l'acquisition de ce logiciel, la Caisse des dépôts et consignations effectue un pas décisif vers le lancement effectif de ces opérations financières. C'est un logiciel qui va aussi, par sa solidité, nous apporter la sécurité pour minimiser, mitiger le risque de fraude et les risques de destruction et de déperdition des données. C'est un logiciel qui va nous permettre un interfaçage avec beaucoup de partenaires de l'écosystème financier du Cameroun.
techniquement, ce logiciel Amplitude permettra à la CDEC de consolider une masse importante d'informations sur le fonctionnement de la structure tout en renforçant la qualité des opérations avec les institutions bancaires. La Caisse va s'inscrire dans un écosystème d'interopérabilité avec des acteurs bancaires, avec des acteurs de reporting, avec peut-être même des fintechs, avec un ensemble d'acteurs qui existent déjà, qui vont se créer dans le futur. Et ça permet bien évidemment de pouvoir travailler de manière digitale avec tous ces acteurs-là, de manière automatisée, de manière à sécuriser à nouveau tous les échanges, le fonctionnement qui se font dans le respect du cadre de la législation du pays. Il faut noter que ce processus est une étape du lancement de l'opérationnalisation de cet organisme étatique qui a débuté le 20 janvier 2023 avec la désignation de ses premiers dirigeants. Selon ces textes organiques, la CDEC a pour mission de collecter, sécuriser et rentabiliser sur le long terme les ressources généralement oisives pour les orienter vers l'accompagnement des politiques publiques. Je rappelle que Maître Jacques Jonathan Niem est l'invité de ce dimanche. Avec lui, on débriefe un peu l'actualité en question à l'aune de son expertise. C'est un avocat d'affaires, d'essayer de voir exactement si les politiques publiques mises en œuvre, mises en place par nos gouvernants, essayent de suivre l'orthodoxie du management. Parlons justement de la Caisse de dépôt et de conciliation. Je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise vraiment qui devrait contribuer à assainir les finances publiques, à promouvoir les investissements et surtout sécuriser ou alors laisser les patrons, les investisseurs dormir la tête tranquille. Sur ces premiers pas, on a pu voir quelques réticences des acteurs. Ceux-là qui au quotidien, les greffiers, qui consignent d'argent, qui c'est peut-être des notaires, des banques, qui manipulent un certain nombre. À l'époque, c'était légal. Maintenant que la structure elle est là, avez-vous le sentiment que justement ces acteurs sont prompts à jouer le franc jeu? Sont-ils engagés dans cette volonté des pouvoirs publics pour assainir les finances ou la gestion? Je pense que de ce point de vue, peut-être si vous me le permettez, je pense qu'il faut déjà partir du point de départ. À quoi sert la caisse des dépôts, une caisse des dépôts et consignations? Effectivement, elle permet de rassembler pour des besoins de protection un certain nombre de fonds qui sont consignés ou qui sont déposés auprès de différents acteurs. L'enjeu de cette caisse, il est un enjeu économique. Avant de rentrer effectivement dans la logique que vous évoquez, j'aimerais y revenir parce que ça permet aux uns aux autres et à nous tous de pouvoir comprendre. Aujourd'hui, on se pose tous les jours la question du financement de notre économie. Quand on parle financement de notre économie, et vous l'évoquez tout à l'heure, la logique quand même voudrait que notre pays puisse lever les différents financements plus en interne qu'à l'international. Donc même en termes d'endettement public ou privé, que ce soit essentiellement en interne. Comment ça se passe? Il faut mobiliser l'épargne nationale. Et éventuellement celle de la diaspora qui est aussi importante puisque ce sont des personnes qui ont un attachement avec le pays. La mobilisation de l'épargne nationale, comment elle se fait? Elle se fait à travers quelle source de fonds on mobilise? On mobilise les surliquidités bancaires qui sont abondantes. On mobilise aussi les fonds, assurance, retraite, etc. qui sont en abondance. Et on mobilise les dépôts et les consignations. Donc la mise en place d'une caisse de dépôt et consignation vient apporter une réponse importante à la question du financement de notre économie. Quand on regarde un certain nombre de pays dans le monde, la caisse des dépôts et consignations est un acteur central du financement et de l'investissement dans l'économie, dans les PME, dans les entreprises, etc., etc. Donc il faut déjà qu'on comprenne que cette caisse-là va jouer un rôle capital pour pouvoir financer notre économie. Donc il est important que ce soit au niveau du secteur privé, au niveau du secteur public, que les détenteurs se désengagent. Voilà, et voilà, qui se désengagent. C'est pas si facilement dit au regard des enjeux Ça va permettre à tous et à toutes de s'assurer que ces fonds-là soient mobilisés. Parce que quand ces fonds restent au niveau des greffes, ils restent au niveau des notaires, ils restent au niveau des autres acteurs, ils ne sont pas mobilisés au profit
du financement de notre économie. Et donc, il est important que nous tous, nous ayons ça à l'esprit et que maintenant, effectivement, comme vous avez dit, la question après, et je crois que de ce point de vue, la démarche, notamment qui est celle de l'acquisition d'un certain nombre de logiciels, etc., c'est comment est-ce qu'on rassure, comment est-ce qu'on crée la confiance pour que tous les différents acteurs puissent se dire, OK, si je transfère les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, je pourrais, en temps opportun, parce que ce sera géré en bon père de famille, je pourrais à la fin retrouver l'usage de ces fonds. Je crois qu'il faut qu'on soit davantage attentif plutôt à ça. Quelles sont les procédures qui seront mises en place? Quels sont les mécanismes? Qu'il y ait une transparence sur le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations, mais qu'on soit exigeant et déterminé sur le fait que ces fonds-là ne peuvent plus rester dormants auprès des notaires, auprès des greffes, etc. Donc, et même parfois, parce que ça aussi il faut le dire, parfois y compris avec des risques en termes après de recouvrement de ces fonds quand vous en avez besoin. Donc moi je pense que la démarche elle est souhaitable, il faut l'encourager, mais il faut s'assurer que, parce que c'est l'épargne nationale, donc il faut protéger cette épargne publique et s'assurer que tous les mécanismes soient mis en place au niveau du fonctionnement de cette caisse et dépôt pour qu'elle joue son rôle de financement de l'économie, mais qu'en même temps, l'épargne des Camerounais puisse être protégée pour que quand on a besoin de recouvrer les consignations qu'on a déposées pour une action en justice et que l'action en justice est terminée, qu'on recouvre aisément ces fonds. Mais qu'est-ce qui freine les autres acteurs à lâcher du lest, je le dis ainsi, pour marquer qu'il y a effectivement des réticences qui s'expriment entre les acteurs, notamment ceux qui doivent se désengager, alors qu'ils doivent cesser de mettre de l'argent de côté et la rendre disponible au niveau de la caisse? Comme je vous ai dit, je pense que d'un côté, il y a certainement des acteurs de bonne foi qui souhaitent être rassurés et avoir confiance à ce nouveau fonctionnement. Okay. Après, il faut aussi le dire, il y a des acteurs qui sont des acteurs, je n'ai pas envie de dire de mauvaise foi, mais un certain nombre d'acteurs qui ont tiré pendant longtemps parti de ces fonds, de ces revenus-là, et qui les ont utilisés à des fins autres que celles auxquelles ces fonds devaient être destinés, parce que jusque-là, ça devait être des fonds dormants qui attendent la fin des procédures judiciaires ou la fin de telle ou telle opération pour être remis. Et donc, il est possible aussi, donc à l'intérieur de ça, qu'on a un certain nombre d'acteurs qui ne voient pas d'un bon œil finalement le fait qu'on leur retire une manne financière qu'ils utilisaient à d'autres desseins. Mais ça, il faut le dire tout simplement, c'est de la mauvaise gouvernance. Donc, il n'est pas question de pouvoir hésiter un seul instant, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs de ce type. Et pour les autres, il faut effectivement qu'on les rassure sur le fait que ce schéma-là, qui est celui de la Caisse des dépôts et consignations, est un schéma qui va davantage créer de la sécurité sur les fonds qui sont déposés et consignés. Parlons donc de l'employabilité, cette problématique. Je ne sais pas si vous allez assimiler au problème du chômage aussi, mais est-ce que notre tissu, est-ce que notre environnement de travail, est-ce que tel que c'est organisé aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, on peut être un employé, un employeur serein et se dire qu'on aura un parcours, on aura une profession, je ne veux pas redire serein, mais chaque jour qui passe, chacun se demande, au regard de la fébrilité de l'environnement, que sera fait demain? Oui, je crois qu'aujourd'hui, et vous avez raison de le dire, la jeunesse représente 65% de la population. On se pose la question, est-ce que cette jeunesse, au-delà d'être ce fer de lance de la nation, est-ce qu'elle a une bombe à retardement ou est-ce qu'elle sera un feu d'artifice? En réalité, c'est ça la question. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde le tableau aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est face à un taux de sous-emploi qui frise presque les 70%. Et avec cette démographie qui ne fait qu'évoluer, normalement, on devrait être dans une situation où chaque année, on crée au bas mot,
à peu près 650 000 à 700 000 emplois pour les jeunes. Est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait? Est-ce qu'on peut même réellement envisager cette hypothèse-là? Je pense que, comme vous dites, aujourd'hui, la réponse est malheureusement non. Donc, il y a lieu de s'interroger quelles sont les opportunités que nous sommes en train d'offrir ou de proposer à cette jeunesse. Quel est aujourd'hui, finalement, dans ce pacte social camerounais, le rêve camerounais qu'on leur propose? Nous, en 2020, nous avons décidé, avec un ensemble d'autres jeunes camerounais, de lancer le Tingdu Tank, Diokwelians. Diokwelians qui vient d'un verbe en Douala Okwele, qui veut dire apprendre, avec cette ambition véritablement d'être ce Tingdu Tank influent qui engage les nouvelles générations dans la transformation du Cameroun, en mettant au centre de la démarche la question de l'innovation sociale. L'un des j'allais dire, piliers de notre démarche, c'est vraiment la mise sur pied de programmes de leadership qui permettent une véritable autonomisation de la jeunesse. Et donc, autonomisation de la jeunesse, comme vous le disiez, ça peut se faire de deux façons. Soit, et j'aime à le dire, quand on lit jeunesse et innovation, ça se fait soit via l'entrepreneuriat, soit via l'intrapreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous êtes dans une entreprise, si vous voulez créer de l'emploi, comme je parlais tout à l'heure par exemple de la filière manioc, si vous voulez créer l'emploi, il faut que dans votre entreprise, vous soyez en train d'innover pour que cela crée davantage de valeur ajoutée pour créer des emplois. Donc nous devons aujourd'hui, la question c'est comment est-ce qu'on crée des jeunes entrepreneurs ou des jeunes intrapreneurs. La démarche que nous avons choisi d'avoir aujourd'hui et qui part d'un constat qui est en réalité, je crois, aujourd'hui parfois celui de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Cette inadéquation, elle peut se comprendre. Pourquoi? Parce que souvent aujourd'hui, on forme des personnes à des métiers qui ne sont pas forcément des métiers dont notre économie a besoin. Ou alors, et ça il faut encore aller plus loin en le disant, aujourd'hui on est dans une économie du savoir ou de la connaissance, donc ça veut dire qu'il faut arriver aujourd'hui à trouver les moyens parfois de former des jeunes dans des secteurs qui n'existent pas encore ou qui sont simplement en train de démarrer, la gestion des déchets ou ça, ou à des métiers qui n'existent pas encore. Il y a quelques années, le métier de développeur n'existait pas. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en mettant l'accent non plus nécessairement sur le métier, mais sur les compétences. Et donc, aujourd'hui, notamment à travers Diokwelians, nous avons lancé 3 programmes de leadership. Ces programmes-là ont pour ambition, 1, de permettre à ces jeunes d'avoir des compétences en leadership, des compétences en créativité, des compétences en éthique. Ces programmes-là ont également vocation de mettre l'accent sur le coaching et le mentorat pour favoriser une transmission de connaissances intergénérationnelles. Et ces programmes-là ont aussi pour ambition de pouvoir encourager ces jeunes-là à être des citoyens engagés, et donc notamment en mettant l'accent sur le service communautaire. Et donc nous avons un premier programme qui vise les jeunes collégiens de classe de seconde, avec lesquels nous travaillons notamment sur les questions d'orientation académique, quel parcours choisir pour quand vous irez à l'université. Ensuite, un programme que nous avons avec ce programme-là, il s'appelle Diokwelians Teens Program for Excellence. Et ensuite, un programme que nous avons avec les jeunes étudiants, que nous appelons le programme O100, qui est un classement des 100 meilleurs étudiants des universités camerounaises. Et avec ce programme, nous mettons l'accent sur justement l'employabilité, c'est-à-dire comment est-ce que les différentes compétences qu'ils ont pu acquérir pendant leurs études, comment est-ce qu'ils en font une richesse, un potentiel pour trouver un emploi. Mais au-delà de ça, nous avons également un troisième programme que nous appelons Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders, qui est un programme pour les jeunes professionnels avec lesquels nous travaillons sur le développement personnel. Donc nous travaillons sur l'orientation, au départ l'orientation académique, ensuite sur l'employabilité, comment finalement s'assurer que les compétences qu'on a développées, nous pouvons les vendre sur le marché du travail, et sur le développement personnel pour s'assurer que, à la fois comme entrepreneur ou même comme intrapreneur, vous puissiez vous développer. Récemment, cette année, en février, on a rajouté à cela un programme du Diokwelians Venture Fund, qui est un fonds d'investissement avec à ce stade une enveloppe de 200 millions, qui permet d'accompagner ceux-là qui auront choisi un parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, on a formé à peu près 568
jeunes ces 3 dernières années à travers le Cameroun. On a offert à peu près une 60aine de stages à ces jeunes-là. Je pense que c'est une des réponses qu'on peut apporter concrètement, nous, secteur privé, parce qu'on ne peut pas laisser qu'au pouvoir public, qu'à l'université, le rôle ou la responsabilité de répondre à cette question. Donc c'est pour dire que le secteur privé, la société, les citoyens peuvent aussi, à travers des initiatives diverses, apporter une réponse qui permette d'orienter cette jeunesse, de lui permettre d'être employable et de se développer personnellement pour que nous ayons les jeunes entrepreneurs ou les jeunes intrapreneurs dont notre pays a besoin. Je pense que c'est ça qui est aujourd'hui la responsabilité que nous avons. Et cette responsabilité, même en tant que jeunes, on doit pouvoir l'avoir à l'égard de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Et en termes de bilan, combien de jeunes sont concernés, ou alors combien de jeunes avez-vous déjà formés dans ce cadre? En termes d'impact, est-ce que ça se ressent? Je veux dire, quelle est l'incidence sur notre environnement de travail? Maintenant, en termes de projection, en termes de perspective, quelles sont les ambitions, les objectifs immédiats à atteindre? Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a formé 568 jeunes au cours de 2020 à 2023. Là, d'ici à la fin de 2023, nous aurons encore formé 120 jeunes de plus. Et donc, on espère, comme vous le disiez, que dans un horizon à peu près, je dirais encore, de 5 ans à peu près, en tout cas 2026, à peu près, ce sera au moins 1000 jeunes que nous aurons pu former. Déjà, parmi les 568 jeunes qu'on a formés, on voit un certain nombre qui ont réussi à la suite, notamment de leur stage, de pouvoir avoir des opportunités professionnelles dans la structure dans laquelle ils ont fait leur stage. D'autres jeunes qui ont pu pouvoir accéder à d'autres opportunités universitaires dans le monde de la recherche ou même à l'international. Certains d'entre eux, notamment, aujourd'hui se trouvent au Canada, où on voit aussi certains qui aujourd'hui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et arrivent à travers l'entrepreneuriat à embaucher parfois certains de leurs camarades et à proposer des solutions. Donc je pense que oui, on voit un succès, mais on est encore, j'allais dire, dans une démarche expérimentale. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à, j'allais dire, pas forcément dupliquer, mais comment est-ce qu'on peut arriver à l'échelle d'un pays à permettre d'avoir des initiatives qui vont dans ce sens. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut aussi se poser la question, comme vous le disiez, comment est-ce que, même au niveau du secteur privé, comment est-ce que l'entreprise peut s'intéresser à la formation de la jeunesse? Parce que c'est l'entreprise qui sait quelles sont les compétences dont j'ai besoin, quels sont les jeunes, quel est le type de jeunes dont j'ai besoin. Et donc c'est là où également il faut arriver à avoir un véritable pacte au niveau de la formation, au niveau de la recherche, et au niveau de l'emploi entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire, pour que de là, on puisse justement préparer cette jeunesse-là à répondre aux défis de notre pays. Donc moi, en termes de projection, comme je le disais, c'est vraiment pouvoir avoir un véritable pacte, formation, recherche, emploi, entre le secteur privé et le monde universitaire, pour que cette jeunesse-là puisse être la jeunesse d'entrepreneurs, d'intrapreneurs engagés dont nous avons besoin. Alors, employabilité et Made in Cameroun, il y a un pas. Je veux dire que c'est un peu la mise en œuvre éventuellement. Ce label, il est récurrent, il revient beaucoup ces dernières années. C'est dit qu'on l'avait certainement quitté. Pourtant, on savait qu'à l'époque, tout jeune SICAM, on s'habillait SICAM. On avait Batoula et autres. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus Made in Cameroun. Et on a du mal à voir comme une stratégie, je veux dire, unitaire. C'est comme si chacun dans son coin forme peut-être des jeunes, mais prend son initiative, produit ces éléments made in Cameroun et les met sur le marché sans qu'il y ait une... Est-ce que ce n'est pas une crainte qui peut être un contre-effet justement de ce qu'on veut proposer, d'autant plus qu'aujourd'hui, les pays, pour être concurrencés, les économies définissent des normes. Quelle est la norme de notre Made in Cameroun? Effectivement, je pense que vous faites bien de le dire. J'aime toujours à partir du constat. Il est vrai que si on regarde le secteur secondaire au Cameroun, qui est celui de la transformation, on peut dire qu'on a stagné ou on a reculé. Aujourd'hui, c'est un secteur qui représente environ 15% de notre économie. Et donc,
quand on voit notamment ce qu'on disait un peu plus tôt, l'urgence aujourd'hui d'avoir un appareil productif fort pour pouvoir, notamment quand il y a certaines crises qui surviennent, avoir cette souveraineté alimentaire, avoir la capacité de consommer ce qu'on produit. Il faut renforcer cet appareil productif et je pense que c'est pour ça que tout le monde est engagé aujourd'hui dans cette industrialisation. Industrialisation pour laquelle peut-être l'Afrique a un défi supplémentaire à la différence des autres pays, c'est de pouvoir faire une industrialisation durable, donc en tenant compte des enjeux de développement durable et autres. Maintenant, quand on dit ça, comme vous avez dit, on sait que cette industrialisation, elle doit se faire à travers des champions nationaux, qui sont en fait les chantres de ce Made in Cameroun. Donc il faut pour ça une véritable stratégie de Made in Cameroun dans notre pays. Et comme vous l'avez dit, qui passe par un premier volet déjà, qui est celui, qu'est-ce qui est fait pour la structuration des filières, parce que ces chantres du Made in Cameroun, ils doivent provenir d'un certain nombre de filières stratégiques, prioritaires qui sont définies. Un certain nombre de ces filières sont déjà aujourd'hui identifiées dans notre pays, mais il manque encore autour de ces filières la mise en place de véritables clusters, si vous voulez, sur le plan territorial, qui permettent que véritablement on puisse passer de la production à la transformation, même parfois au stockage, à la conservation et pourquoi pas même à la distribution. Et donc je crois qu'aujourd'hui déjà il y a cette réflexion qui doit être faite que ok, on a identifié des filières. Maintenant comment autour de ces filières on crée des clusters pour permettre de finalement être suffisamment compétitif, parce que et c'est ça que vous disiez, l'enjeu du Made in Cameroun, c'est d'avoir des produits qui sont compétitifs sur le marché local et qu'on peut ensuite exporter aussi à nos voisins. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi importante, vous l'avez évoqué, c'est la question de la normalisation et de la labellisation. Quelles sont les normes qu'aujourd'hui, en tant que pays, nous mettons en place pour s'assurer quelque part de la compétitivité de nos produits et s'assurer, comme vous dites, qu'il y a finalement un certain nombre de standards qui sont applicables en la matière et même, in fine, et je pense que ça, c'est ça important, quel est le taux finalement de matières premières locales ou quelque part de transformation locale qu'il faut pour s'assurer qu'un produit est made in Cameroun ou n'est pas made in Cameroun. Donc il y a un travail à faire au niveau de la normalisation et après de la labellisation de ce made in Cameroun qui est nécessaire. Si on n'a pas de normes qui nous permettent aujourd'hui de favoriser l'éclosion de ce made in Cameroun et de protéger quelque part aussi nos producteurs, on ne pourra pas y arriver. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a un défi important. Mais au-delà de cette normalisation, après, il faut une protection effective. Parce que aujourd'hui, on l'entend tous les jours. Et, la dernière fois, nous étions encore à une conférence avec certains agripreneurs qui se plaignaient de ce que, aujourd'hui, quand ils produisent un certain nombre de produits, je pense notamment à une jeune entrepreneur qui vend des épices et qui disait qu'aujourd'hui sur le marché, ces épices sont concurrencées par des produits importés de la Chine ou d'autres pays dont les conditions d'importation parfois peuvent être sujettes à caution. Et pourtant sur le terrain, ces produits sont vendus à des prix qui sont des prix très bas. Donc comment est-ce qu'on protège, si vous voulez finalement sur le terrain, nos producteurs pour leur permettre d'une façon ou d'une autre, contre la contrefaçon, contre un certain nombre d'acteurs qui importent illégalement des produits afin qu'ils fassent face à un marché qui soit sain et qui soit utile. Et puis, enfin, je pense qu'il faut travailler aussi à une véritable culture de promotion du Made in Cameroun. Nous devons aimer consommer les produits qui viennent de chez nous et s'assurer que chacun d'entre nous est quelque part un ambassadeur de ce Made in Cameroun. Peut-être un dernier point aussi là-dessus. La question du Made in Cameroun aussi obéit à un sujet qui est un sujet important sur le plan économique, qu'on oublie souvent, qui est la question de la recherche-innovation. Pour pouvoir produire localement, il faut derrière que nous investissions davantage dans la recherche et l'innovation. Je le disais un peu plus tôt, on a des savoirs endogènes qui peuvent nous permettre d'être des leaders dans un certain nombre de filières. Je parlais tout à l'heure de la filière pharmaceutique, mais ça peut être le cas dans la cosmétique, ça peut être le cas dans un ensemble d'autres secteurs. Aujourd'hui, comment est-ce que nous arrivons à investir
dans la recherche-innovation pour permettre à ces entrepreneurs-là de développer des solutions, développer des produits, développer des services qui leur permettent d'être compétitifs. Je crois que c'est aussi une question sur laquelle il faut qu'on se penche. Mais sur ce dernier point, je pense que la réponse peut être apportée au niveau sous-régional, voire même au niveau continental, pour permettre, parce que les coûts de la recherche sont parfois des coûts très importants, pour permettre aussi aux différents pays de pouvoir mutualiser les efforts en matière de recherche-innovation. Mais une vraie stratégie de Made in Cameroun, ça suppose que effectivement, on passe des filières qu'on a créées aujourd'hui à de véritables clusters. Ça suppose que nous ayons une véritable politique en matière de normalisation, qu'on soit proactif dans la protection de nos producteurs locaux, qu'on investisse dans la recherche-innovation et que nous, je dirais les consommateurs aussi, qu'on travaille véritablement à promouvoir ce Made in Cameroun et en être les ambassadeurs. Mais avez-vous le sentiment justement que les pouvoirs publics, certains acteurs privés et même des individus, je pense à Mme Karine Andela qui parle beaucoup du Made in Cameroun, pour ne citer que celle-là, que tout cela se fait dans une stratégie coordonnée, lucide. Je veux dire, est-ce qu'il y a une marque Made in Cameroun? Quitte à ce que les acteurs, ceux qui sont à la mise en œuvre, ne la respectent pas. Mais est-ce qu'il y a une définition? Qu'est-ce que le Made in Cameroun? Effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire, il y a un double défi. Il y a un premier défi qui est celui du branding. Est-ce qu'on a une vraie stratégie aujourd'hui d'attractivité qui fait que localement ou à l'international, on a une véritable promotion du Made in Cameroun? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore d'énormes efforts à faire. Quand on voit, notamment même sur les foires, même sur un certain nombre de marchés internationaux, ce que peuvent faire d'autres pays. Je parlais encore tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, mais c'est le cas pour d'autres pays, même le Rwanda, qui arrive aujourd'hui à être plus attractif à l'international. Il y a une vraie stratégie de branding, de nation branding qu'on doit construire, notamment au niveau du Made in Cameroun. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et vous l'avez dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, la définition aujourd'hui de ce label Made in Cameroun ne fait pas encore l'objet d'une harmonisation suffisante qui nous permet de savoir, OK, dans le domaine des services ou dans le domaine des biens, de la production de biens, voici le taux de produits locaux qu'il faut, voici éventuellement le taux dérisoire de matières premières importées qu'on peut avoir pour avoir un produit qui est défini comme Made in Cameroun. Je pense qu'il y a encore des efforts d'harmonisation qui doivent être faits pour que ce label Made in Cameroun soit un véritable label harmonisé. La prise de conscience, comme vous le disiez, que ce soit par les pouvoirs publics ou par le secteur privé, elle est là, elle a démarré, mais nous sommes encore loin du compte en termes de stratégie de branding et de labellisation harmonisée de ce concept. D'accord. Parlons des pensions retraite qui ont également fait l'actualité cette semaine avec la Direction générale des impôts qui a voulu à un moment y imposer ou faire des prélèvements, prendre des impôts sur la pension des retraités. Et évidemment, ces derniers sont montés au créneau pour dénoncer cette volonté. Et le ministre des Finances a décidé que pour l'instant, l'initiative est suspendue. Mais retour sur cette actualité à travers nos reporters de Yaoundé. L'impôt sur les pensions, retraites et autres prestations sociales est illégal. Cette volonté de la Direction générale des impôts est irrégulière pour l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Pour ce syndicat, cette imposition se fait par la TGI sans que les partenaires sociaux ne soient informés. Ils ont introduit dans le Code général des impôts le fait que les pensions et les rentes viagères devaient être imposées. Or, dans le cadre de l'article 117 du Code du travail, toute décision qui doit être prise dans le cadre de la prévoyance sociale doit passer par la Commission nationale consultative du travail, ce qui n'avait pas été fait. Donc voilà l'illégalité de cette disposition du Code général des impôts. Pour les syndicats et associations, fiscaliser les pensions et autres allocations sociales va asphyxier les personnes âgées et vulnérables et ternir la paix sociale au Cameroun. Le problème est d'ailleurs porté au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Nous sommes à la première phase des préalables. Nous avons écrit au ministre du Travail et de la Sécurité sociale de convoquer rapidement la Commission nationale consultative du travail
pour se pencher sur les problèmes de l'ETT et des allocations familiales des enfants. L'administration fiscale veut ressusciter un projet vieux de 20 ans. En effet, la loi de finances de 2003 précise que les revenus provenant des traitements, des salaires, indemnités, émoluments, des pensions et rentes viagères sont imposables. Là-dessus, mais j'aimerais prendre un mot sur cette question. Les experts ne sont pas toujours d'accord. La question n'est pas doit-on imposer nos vieux, sans être péjoratif, mais la question est est-ce que c'est juste? Bon, moi, je pense aujourd'hui que le vrai sujet, parce que pour y répondre, il faut savoir c'est quoi le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est qu'on veut pouvoir donner davantage de ressources à l'État. De mon point de vue, aujourd'hui, d'un point de vue, je dirais en termes de fiscalisation de revenus fiscaux, il y a aujourd'hui plutôt, j'allais dire, une pression fiscale qui est importante. L'effort, je crois, doit davantage être mis sur l'optimisation des recettes non fiscales de l'État, à travers notamment les PPP ou à travers, à travers la gestion des entreprises publiques, dont on veut qu'elles soient plus rentables et qui permettront à l'État d'avoir des dividendes. Donc il faut davantage optimiser, de mon point de vue, les recettes non fiscales. Il faut pouvoir aussi rationaliser les dépenses publiques. Parce que c'est revenu... Vous dites en des termes, je vais céder terre à terre si je vous ai bien compris. Donc mieux gérer les finances, ça veut dire qu'il s'est peut-être réduit le train de vie de l'État. Tout à fait, bien évidemment. Rationaliser, ça veut dire meilleure répartition dans les dépenses publiques. Tout à fait, avoir une commande publique qui soit plus optimale. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Par exemple, donner un véhicule aux ministres, s'ils en ont deux. Écoutez, c'est un exemple. Hein? Ça peut être un choix, mais il faut définitivement rationaliser la dépense publique. Et il faut aussi, je pense, enfin, quelque part, mieux gérer notre endettement. Parce que c'est aussi ça aujourd'hui, c'est que dans le budget de l'État, le remboursement de la dette pose aussi un certain nombre de problèmes. Parce que on s'est davantage attelé à regarder si cette dette était soutenable. Aujourd'hui, on est, je crois, à peu près un ratio de 46-48% du PIB, mais pas de savoir si cette dette était viable. Parce que la question, c'est il faut que la dette aille vers de l'investissement qui génère des revenus pour pouvoir assurer le service de la dette. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi, par rapport à cette démarche, je dirais l'hyperfiscalisation, on peut la comprendre théoriquement parce qu'on comprend que l'État a des besoins qu'il faut pouvoir aujourd'hui satisfaire, mais je pense que si on met l'accent sur l'optimisation des recettes non fiscales, sur une rationalisation de la dépense publique et sur une optimisation aussi, enfin une rationalisation de la dépense publique et puis une meilleure gestion de l'endettement, je crois que de mon point de vue, ce qu'on cherche peut-être à obtenir auprès de ces retraités, on pourra l'avoir, on aura même davantage sur ces autres leviers-là. Alors sur les questions énergétiques, Dieu merci, les Camerounais se sont habitués. Hein. Certains ont des solutions alternatives, les groupes électrogènes, bien d'autres. Le Cameroun est-il sorti, ou du moins va-t-il assez vite sortir de l'auberge? On a vu un certain nombre de projets, d'infrastructures construites, en voie d'être achevées, les barrages et autres. Mais jusque-là, on n'est pas, je veux dire, ça ne laisse pas de sérénité dans la lisibilité, dans la suite de cette problématique. Combien de temps va-t-on encore rester dans ce noir mitigé? Je crois que, comme vous le disiez, hein, comme vous le dites, pardon, il y a aujourd'hui un vrai défi autour de cette question énergétique, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, parce que si on doit industrialiser le pays, il faut qu'il y ait de l'énergie, et l'énergie a un coût qui soit un coût avantageux. Je crois qu'aujourd'hui, la capacité installée de notre pays doit être environ 1200 mégawatts, alors qu'on a besoin, je crois, au moins de 4000 mégawatts pour pouvoir satisfaire les ambitions de notre SND 30. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il faut davantage produire de l'énergie. Et sur cette question-là, le Cameroun a quand même un potentiel important, notamment sur le plan de l'hydroélectricité, ou même sur le plan des énergies durables, les énergies solaires et autres. Donc comment on peut attirer davantage de producteurs indépendants pour venir produire cette énergie dont nous avons besoin. Deuxièmement,
il faut pouvoir ensuite, d'une certaine façon, optimiser, si vous voulez, le circuit énergétique, c'est-à-dire le transport et la distribution de cette énergie pour qu'il n'y ait pas de perte. Parce qu'on peut produire de l'énergie et ensuite elle se perd dans le circuit. Donc ça pose la question effectivement de nos infrastructures de transport et de distribution sur lesquelles je pourrais revenir ensuite. Et puis après, l'ensemble, le dernier point, c'est à quel coût est-ce que le citoyen, l'entreprise achète cette énergie. Parce que, effectivement, à certains égards, parfois, en tout cas, moi en particulier, je peux avoir le sentiment qu'on paye une énergie parfois à un coût qui est un coût élevé, alors que, comme vous le disiez en face, on fait face à de nombreux délestages. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une vraie stratégie pour comment est-ce qu'on attire davantage de producteurs dans le secteur de l'électricité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on optimise le circuit pour qu'on ait moins de pertes dans le transport et dans la distribution de cette électricité, et quelle stratégie commerciale nous mettons en place aussi après pour pouvoir la distribuer à des prix qui soient équitables ou qui soient répartis de manière équitable avec une forme de péréquation aussi, que ce soit entre les particuliers et les entreprises, mais aussi à travers le pays. Et donc je pense que c'est le défi auquel on est confronté aujourd'hui. C'est un défi qui demande que de la même manière, il y ait un dialogue public-privé accentué entre le secteur privé et entre notamment les pouvoirs publics sur cette question. Et est-ce que la nationalisation, comme il se dit, de Eneo, l'entreprise qui occupe un pan de ce volet-là, est une solution? Je pense qu'aujourd'hui, quand on définit une stratégie nationale, en particulier par exemple dans le secteur de l'électricité, on doit se dire que ce dont nous avons besoin, je pense, dans notre économie, c'est d'un État qui soit un État stratège et qui soit un État facilitateur. Dans le secteur de l'électricité, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on attend de cet État-là qu'il soit notamment, qu'il se déploie, j'allais dire, notamment dans la protection des actifs stratégiques. L'actif, de mon point de vue stratégique, du secteur de l'électricité, que l'État doit protéger, c'est l'infrastructure de transport d'électricité. Il est important, et c'est le cas aujourd'hui avec la Sonatrel, qui est une société publique. L'État a donc pris en main ce secteur-là et qu'il faut y mettre les moyens nécessaires pour accompagner l'État pour pouvoir développer ces infrastructures de transport, les maintenir, parce que c'est un actif stratégique qu'on a besoin en tant qu'État d'avoir, parce qu'on parlait de souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique est également un sujet. On a besoin de pouvoir avoir la main sur ces actifs stratégiques. Maintenant, Eneo est un distributeur d'électricité. On aurait même pu envisager, il est aujourd'hui le seul, on aurait pu envisager qu'il y ait plusieurs même distributeurs d'électricité dans le pays. Pour plusieurs raisons, aujourd'hui on n'en a qu'un. L'État aujourd'hui, même si Eneo est une société privée dans la mesure où elle est détenue par un fonds d'investissement actif, l'État est partie prenante au capital d'Eneo. Est-ce que l'État doit maintenant aller plus loin, c'est-à-dire devenir l'actionnaire majoritaire, sinon l'actionnaire exclusif d'Eneo? Moi, je crois qu'on avait là, si on pense aujourd'hui que c'est une activité commerciale de distribution qui peut être d'une certaine manière aujourd'hui, qui ne nécessite plus qu'on fasse intervenir des acteurs notamment étrangers. Je pense que c'était là, ou c'est là peut-être la bonne opportunité encore d'un partenariat public-privé, peut-être entre l'État qui reste présent au capital et un acteur national camerounais qui connaît le secteur, qui peut peut-être déployer une stratégie de distribution intéressante, un acteur privé. Et c'est une belle occasion d'un partenariat public-privé parce que peut-être le rôle d'un État n'est peut-être pas forcément d'être présent au niveau de la distribution. Voilà. Un acteur privé camerounais peut avoir, avec l'accompagnement de l'État, une stratégie commerciale de distribution intéressante et peut-être aurait aussi plus de leviers pour pouvoir trouver les financements nécessaires pour renforcer notamment nos infrastructures de distribution, parce qu'il faudra investir dans l'outil de distribution. Donc, est-ce que la nationalisation, c'est la solution parfaite? Moi, je dis analysons, mais j'évoque simplement aussi une autre solution qui aurait pu être intéressante, qui serait d'avoir un acteur privé national qui, aux côtés
de l'État, qui est déjà actionnaire de cette société, décide de pouvoir se lancer dans ce défi de la commercialisation, de la distribution. La finance verte passe-t-elle par les solutions, ou du moins, les solutions passent-elles par les financements, la finance verte? Aujourd'hui, c'est vrai, il faut le dire, je le disais, que ce soit pour Eneo ou que ce soit pour d'autres entreprises, la question du financement est centrale. Comment est-ce que notre pays peut attirer soit l'État, soit les entreprises privées, comment est-ce qu'on peut attirer les besoins ou les fonds nécessaires pour pouvoir financer nos objectifs, nos ambitions, nos projets. Ça passe par la mobilisation de l'épargne nationale, ça passe aussi par des initiatives comme celle qu'on a pu voir tout à l'heure avec les partenaires au développement, donc des mécanismes de blended finance où l'État, le privé, les partenaires au développement proposent des solutions. Ça passe aussi par les marchés financiers. Aujourd'hui qui se développe, Douala est une place financière, est la place financière sous-régionale au niveau Afrique centrale. Et sur ces différents mécanismes, comme vous dites, et sur ces différents leviers, l'Afrique centrale, le Cameroun, a une opportunité. Aujourd'hui, comme je le disais, nous avons décidé, ou les pays prennent la décision de changer de paradigme, d'évoluer vers une économie qui soit une économie plus verte, une économie qui soit plus durable. L'Afrique centrale, avec le bassin du Congo, est le poumon vert de la planète. Nous avons donc là l'opportunité, puisque nous avons cet actif aujourd'hui que tout le monde entier recherche, ou en tout cas veut protéger. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'attirer un ensemble d'investissements pour nous permettre, de préserver ce patrimoine vert, mais aussi pour nous permettre d'une certaine façon de le fructifier, notamment à travers des initiatives économiques qui vont plus dans le sens de l'économie verte. Et donc moi je crois aujourd'hui que avec la finance verte, il faudrait que le Cameroun, ou en tout cas l'Afrique centrale, s'assure qu'on ne fasse pas l'erreur qu'on a pu faire à l'époque avec l'or noir, avec le pétrole, où on a le pétrole qui se situe en Afrique, mais ensuite les places financières mondiales qui ne sont pas en Afrique, et c'est elles qui commercialisent notre pétrole. Donc aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup de marché des crédits carbone. Le Cameroun peut devenir la place financière mondiale pour toutes les transactions autour du crédit carbone, puisque nous avons le poumon vert de la planète. Donc je pense que, et c'est pour répondre à votre question, pour dire que oui, la finance verte, nous devons et nous y intéresser, parce que c'est nous qui avons le poumon vert de la planète. Quelle initiative prendre aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre, de mon point de vue, d'acteurs ou de pays. Il y a une concurrence déjà aujourd'hui entre les pays de la sous-région. Vous avez vu récemment, le Gabon a accueilli le One Forest Summit. Le Congo est en train de préparer une autre initiative. Il faut déjà aujourd'hui une meilleure coordination entre les pays de la sous-région, puisque le bassin du Congo et la forêt du bassin du Congo se trouvent dans plusieurs pays. Il faut déjà une coordination, je pense, au niveau pays, pour décider quel est le rôle finalement que chaque pays ou que chacun va jouer. Pour ne pas se marcher sur les pays. Exactement, parce que si on multiplie les initiatives, il n'y aura pas de lisibilité de la part des investisseurs locaux, des investisseurs internationaux. Donc déjà, il y a cette coordination à faire, à mon avis, qui est importante entre les pays et même institutionnelle. À quelles institutions éventuellement sous-régionales on donne le rôle de pouvoir gérer ces enjeux-là. Ensuite, je pense que le secteur privé a également un rôle à jouer, parce qu'il faut inventer les instruments et les outils de cette finance verte. Aujourd'hui, on parle d'obligations vertes. Je parlais tout à l'heure de marché de crédit carbone. Il y a un ensemble de fonds qui sont créés aujourd'hui à l'échelle internationale pour financer les projets verts à travers le monde. Nous devons, au niveau sous-régional, le secteur privé, imaginer les outils, les instruments adaptés et qui permettent de mobiliser tous les fonds de la finance verte. Et je pense que c'est cette ingénierie-là aujourd'hui que les experts, les acteurs de la finance doivent s'atteler à créer pour que nous puissions attirer. Et puis je le disais également, enfin,
nous pouvons aujourd'hui décider de faire de Douala, de la Douala Stock Exchange, la place financière mondiale pour toutes les transactions autour du crédit carbone, en tout cas au moins pour celles qui concernent notre forêt. Donc d'un côté les pouvoirs publics, une meilleure coordination, toujours dans ce rôle d'État stratège et facilitateur, peut-être aussi quelques réformes sur le plan parce que je voulais vous demander, il est clair, on a le potentiel naturel, mais avons-nous l'expertise en termes de ressources humaines notamment, avons-nous le potentiel sur le plan de la mise en œuvre structurelle de tout ce mécanisme de financement vert? Moi, je dirais que oui. Il y a encore quelques jours, je participais à un groupe de travail de la Comifac, donc qui est une commission qui est au niveau de la CEAC et qui est notamment en charge de la gestion des forêts d'Afrique centrale, particulièrement sur ces questions. Et il y avait un ensemble d'experts pays, il y avait un autre ensemble de consultants de la sous-région dont je faisais partie qui travaillent sur ces questions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les ressources humaines existent. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de les capaciter davantage? Il est clair que oui, il faut qu'on investisse dans la formation, dans le renforcement des capacités, mais à la fois des acteurs qui sont déjà présents dans ce domaine, mais aussi de tous les autres acteurs pour qu'ils prennent conscience des opportunités de la finance verte. La finance verte ne doit pas rester que le monopole, j'ai envie de dire, des écophiles ou des écologistes. C'est une opportunité pour tous les acteurs de notre économie. Donc il faut renforcer les capacités. Aujourd'hui, dans le cadre de Diocolians, nous avons aussi entrepris justement d'être acteurs en la matière et d'organiser un certain nombre d'activités qui ont vocation à promouvoir la finance verte. Oui, je crois que c'est nécessaire. Il faut davantage de renforcement de capacité, mais de la même manière aussi, il faut que nous trouvions le moyen d'investir aussi dans la recherche et l'innovation, parce que c'est comme ça que nous allons réussir, parce qu'il faut cartographier nos forêts. Aujourd'hui, on sait que la forêt du bassin du Congo représente un potentiel, mais il faut pouvoir la cartographier, en connaître les spécificités. Il faut pouvoir encourager la recherche et l'innovation pour permettre également à nos jeunes entrepreneurs, aussi, d'identifier des solutions ou des projets qui permettent de pouvoir renforcer cet écosystème. Et donc pour ça, c'est autant de chantiers auxquels il faut s'atteler, mais je crois que c'est possible. Je crois que nous avons les ressources, nous avons les savoirs endogènes nécessaire, parce que, et c'est l'occasion de le dire, quand vous allez sur le terrain dans l'Est Cameroun ou autre, les populations autochtones savent comment gérer ces forêts, savent comment les préserver et ont parfois également les ressources, les connaissances pour, parfois tout en utilisant ces forêts, leur permettre de se régénérer. Et d'avoir. Donc il faut aller mobiliser ces savoirs endogènes au lieu à chaque fois de penser que la solution elle est exogène. On n'est jamais assez bien servi que par soi-même. Parlons de ce deuxième prix du concours Jade, pour lequel l'STV a été classé deuxième. Félicitations. Deuxième média au Cameroun, sur une soixantaine de télévisions. Dans la catégorie de télévision, il faut le dire. Ça a été décerné vendredi dernier. Et pour cela, nous vous suggérons de mieux apprécier et connaître davantage, notamment sur les critères qui vont du professionnalisme, de la pluralité d'opinion, la fiabilité des infos, la dénonciation des violations des droits de l'homme et l'indépendance du média. On regarde. For remaining objective, balanced, fair and professional, Spectrum Television has received an award as second most balanced private channel in September 2023. Organized by the Association of African Journalists for Development in its French acronym JAD, it aims at encouraging a free press for human rights. Certain modalities were followed to arrive at the said decision. It's really an opportunity for us to be considered by an organization that we are second in the media landscape for television, to receive a prize for balance, for human rights, and for all the criteria that they selected. And more importantly, what's important is the fact that it came from professionals themselves who selected us. I think this is what is very, very key to this prize as well.
This award-giving ceremony is inspired by the difficult media landscape and human rights conditions journalists in Cameroon express themselves. This also encourages media organs who have remained professional in spite of the tempest. The jury comprised professionals from TV, radio and print who voted independently from a professional angle with a mastery of the yardsticks of the journalism profession. Certainement plus de responsabilité pour garder la main afin de davantage mieux vous servir, chers téléspectateurs. Alors, on va peut-être ressortir par là. On a évoqué en quelques lignes tout à l'heure cette question, j'ai failli dire géostratégique, géopolitique, géoéconomique, avec cette multipolarisation du monde. Entre les BRICS, l'OTAN, les Occidentaux, et le Cameroun qui reste fidèle à sa politique de non-alignement. On a vu le président de la République aux États-Unis, on l'a vu en France, on le voit prendre part au sommet France-Afrique, on l'a vu avec les BRICS, du moins, même s'il était représenté, c'est le Cameroun qui y était. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour notre pays? Quelles sont les opportunités à saisir? Et dans la projection, dans la perspective, comment est-ce que nous pourrions davantage capitaliser tout cela? Je pense, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne une évidence qui est celle que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, l'Afrique est appelée non pas uniquement à être le centre de toutes les attractions, mais à être, j'allais dire, le foyer, le vivier de la réinvention de ce monde nouveau auquel nous aspirons, de ce monde durable. Je prenais le cas tout à l'heure de la forêt du bassin du Congo. Nous avons, en Afrique centrale, au Cameroun, le poumon vert de la planète. Et donc, ça veut dire que nous avons toutes les ressources, et je ne cite pas toutes les autres, humaines, minières et autres, nous avons toutes les ressources nécessaires pour pouvoir être, j'allais dire, leader à travers le monde. Donc, ça doit nous faire comprendre, que l'Afrique, le Cameroun en particulier, n'est pas à vendre. L'Afrique, le Cameroun n'est pas la propriété de la France, de la Russie, des États-Unis, de la Chine. Le Cameroun appartient aux Camerounais et c'est aux Camerounais la responsabilité de faire de ce pays un leader à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde. Et donc, ça nous demande peut-être, et vous l'évoquez tout à l'heure, de sortir peut-être d'une logique qui, en son temps, avait peut-être son intérêt, cette logique de non-alignement dans un monde qui était bipolaire. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté un vent capitaliste, un vent communiste, et donc il y avait à une vraie démarche proactive de construction d'une solution politique, économique, sociale pour le pays, pour le monde, pour le continent et pour le monde. Et donc je pense que de ce point de vue-là, échanger avec, je dirais, les puissances anciennes, parce qu'aujourd'hui, cette multipolarisation va faire émerger, ou fait déjà émerger de nouvelles puissances. Continuer à échanger avec les puissances anciennes, échanger avec les nouvelles puissances aussi, à travers les BRICS, est souhaitable, parce que c'est comme ça que l'Afrique prendra pleinement sa place. Et je crois que de ce point de vue, il y a aussi une démarche qui est intéressante, qui est de se dire que désormais, dans cette démarche-là, on sait que l'État ne sait pas tout, l'État ne peut pas tout faire. Et donc, il est important, notamment vous parlez tout à l'heure de la dynamique des BRICS, que la société civile, le secteur privé, soit à l'initiative de la construction de ces nouveaux territoires de partenariat, pour que ces partenariats soient gagnants-gagnants. Construction pour permettre une meilleure mobilité, une meilleure transmission des savoirs, une meilleure transmission des connaissances. Donc, c'est cette fois-ci, j'allais dire, à l'Afrique, au Cameroun, et en particulier au sein du Cameroun, pas uniquement à l'État, mais à la société civile, au secteur privé, d'être les moteurs, non pas uniquement de rester non alignés, mais d'être les moteurs de la construction de ce monde nouveau auquel nous aspirons. Et je pense que nous en avons le potentiel. Il est maintenant peut-être temps simplement de réaliser ce potentiel. Même si ce monde est un peu dicté par la force politique et militaire. Bien évidemment, aujourd'hui, on le voit, hein, il y a des tensions parce que nos modèles politiques sont remis en cause, nos modèles économiques, nos modèles sociaux. Donc on voit la résurgence effectivement d'un certain nombre de coups d'État
qui peuvent interpeller. Mais derrière, comme je dis, c'est parce que nous n'avons pas encore réussi en tant que continent et parfois en tant que pays, finalement, à avoir ce dialogue nécessaire pour peut-être penser les plaies qui nous permettront de retrouver notre dignité, mais surtout réinventer un nouveau contrat social. Et moi, c'est ce que j'attends, puisque un certain nombre de ces acteurs aujourd'hui qui ont pris le pouvoir disent qu'ils sont au service du peuple. Donc j'attends de leur part qu'ils créent les conditions pour pouvoir avoir ce nouveau pacte social dont nous avons besoin dans nos différents pays, que ce soit en Afrique et même à travers le monde, hein, parce que voilà, les crises politiques, économiques et sociales, l'Afrique n'en a pas le monopole. C'est le monde entier aujourd'hui qui est en ébullition. Mais je crois qu'à la fin de la journée, c'est une phase. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est la société civile, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Et il faut pour ça qu'il s'organise et qu'il soit prêt à réinventer ce pacte social-là et à bâtir cette ère nouvelle que nous attendons. Maître Jacques Jonathan Anyem, je ne l'ai pas dit à l'entrée, vous n'avez que 36 ans. Je le dis maintenant simplement pour faire un peu le recap de tous ces sujets importants qu'on a évoqués et cette lumière, cette lucidité dans les solutions proposées que vous apportez. Merci infiniment. Merci beaucoup M. Tongo, merci à STV de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Maître Jacques Jonathan Anyem était notre invité de ce dimanche, il est avocat d'affaires. Bonsoir et à dimanche prochain pour une autre édition. Demain c'est lundi, je vous dis d'avance un excellent début de semaine. C'était la grande finale de la poule C et donc...